Nous sommes avec Yannick Jadot. Bonsoir. Bonsoir. Candidat d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, votre portrait. Yannick Jadot, en 2016, vous aviez fait don, non pas de votre corps, mais de votre candidature au profit de Benoît Hamon du Parti Socialiste. En 2022, pas... En 2017. 2017, pardon, mais oui, pardon. En 2022, pas de sacrifice. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Vous avez remporté la primaire des Verts face à Sandrine Rousseau, que vous avez finalement exclue de votre campagne il y a quelques jours après des critiques sur votre stratégie. Elle a ensuite déclaré que ça la déprimait de faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan. Bon, de toute façon, tout était réuni, vous et elle, pour vous séparer. Elle, la candidate wokiste, vous, l'écolo pragmatique. Alors, vous êtes entre 5 et 7% dans les sondages. Pourtant, l'écologie est l'une des priorités des Français. Pourquoi n'êtes-vous pas plus audible ? La faute à la guerre, la faute au fait que dans les écolos, on n'a pas une totale confiance encore parce que c'est un parti qui a grandi mais qui a un peu du mal à s'imposer. On est rentré dans la campagne officielle. Les scores et les votes pour le premier tour, c'est le 10 avril. On n'a jamais considéré que ça allait être une campagne facile. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'écologie n'a jamais dirigé notre pays. Donc je sais que dans cette campagne, il va falloir continuer à lever certains doutes. Mais on voit aussi que... C'est quoi ces doutes dont vous parlez ? Des doutes par rapport à l'économie, par rapport aux enjeux régaliens. Donc on fait ce travail de crédibilisation, de montrer que l'écologie, c'est un projet pour l'ensemble de la société, pour les services publics, l'école, l'hôpital, le commissariat, le tribunal, avec l'écologie, justement, c'est le projet qui va permettre d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays, parce que ça devrait être ça, une présidentielle. Passer d'une période à une autre, tirer toutes les leçons des gilets jaunes, de la pandémie, de la guerre en Ukraine, qui montrent combien le projet écologiste, justement, parce que nous, on veut sortir des dépendances aux énergies fossiles. On a vu toutes les complaisances politiques liées à ces dépendances, et on voit combien ces dépendances à la fois tuent la démocratie, tuent les Ukrainiens aujourd'hui, et tuent le climat. Donc, arriver à ce que notre pays, à ce que les Françaises et les Français ne soient pas complètement chamboulés, blackboulés en permanence, ballottés par les crises, mais au contraire en tirent toutes les leçons pour choisir un grand projet de société, celui de l'écologie. Alors Yannick Jadot, bien sûr on va revenir sur la politique française, mais d'abord l'actualité ukrainienne. Les États-Unis viennent d'instaurer un embargo sur l'importation de pétrole russe. Quelles conséquences cela va avoir Quelles conséquences va avoir cette mesure ? Moi, j'ai soutenu depuis plusieurs jours le fait que l'Union européenne aussi fasse un embargo sur le gaz russe. Si on veut mettre la pression sur Vladimir Poutine pour qu'il cesse de faire la guerre à la démocratie, de faire la guerre aux Ukrainiens, de perpétrer des crimes de guerre tous les jours en bombardant les populations civiles, il faut rehausser encore notre niveau de sanctions. Et aujourd'hui, ça passe par le gaz russe, parce que le gaz et le pétrole russe, c'est 700 millions d'euros tous les jours dans les caisses de Vladimir Poutine pour financer l'invasion de l'Ukraine. Donc il faut qu'on soit cohérent, il faut que, encore une fois, on s'affranchisse, on s'exonère de ce gaz russe. On sait qu'on a les réserves pour tenir jusqu'à l'hiver prochain, et ça va être un grand plan à la fois de sobriété, d'élargissement de nos fournisseurs d'énergie, d'investissement massif en déployant très vite toutes les énergies renouvelables, parce qu'il n'y a que les énergies renouvelables qu'on peut déployer rapidement pour pouvoir s'affranchir du gaz russe. Mais Yannick Jadot, est-ce que ça n'est pas un peu facile pour les États-Unis de prendre cette décision, eux qui sont sur le plan énergétique totalement indépendants ? Ce qui n'est absolument pas le cas de l'Europe, qui est très dépendante de la Russie, en particulier pour le gaz. Autour de 40% du gaz européen vient de Russie. Vous avez raison. C'est vrai que c'est peut-être plus facile pour les États-Unis que pour l'Europe. Ça coûte rien, quoi. Pour les États-Unis que pour l'Europe, mais cette guerre, elle est sur le sol européen. Aujourd'hui même, ce sont des femmes et des hommes en Ukraine qui, dans la rue, dans leur maison, se battent pour leur liberté.
ce qu'a déclenché Vladimir Poutine à travers cette invasion, c'est de remettre en cause la paix, la sécurité, les libertés sur l'ensemble du sol européen. Donc on est à un moment historique de basculement potentiel des civilisations, de notre civilisation, et nous avons fait ce choix que je soutiens, qui n'est pas de faire la guerre à Vladimir Poutine, parce que nous sommes, y compris la France, c'est un pays doté de l'arme nucléaire, contre un autre pays doté de l'arme nucléaire. Ça pourrait basculer pour rester, en Yannick conflit Jadot, régional ou mondial. Sur la question du gaz, vendredi dernier, le ministre allemand de l'économie, qui est un écologiste, disait que si on renonçait à acheter du gaz à la Russie, ça aurait un coût social insupportable en Allemagne. Vous ne pensez pas comme lui ? Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, tous les experts et l'Union européenne le disent, on peut tenir sans le gaz russe jusqu'à l'hiver prochain. Oui, certains disent au début, voire au milieu de l'hiver. Donc, jusqu'à l'hiver prochain, la question c'est qu'est-ce qu'on met en place comme mesure à la fois de solidarité à l'échelle de l'Union européenne pour qu'on aborde ensemble cette question-là, d'avoir, et c'est ce que je propose, un acheteur européen unique de l'ensemble de nos approvisionnements en gaz pour que justement éviter la concurrence entre les États, les difficultés entre les États, qu'on ait la puissance de l'européenne pour nous fournir en gaz et que surtout on mette en place les mesures qui nous permettront conjoncturellement de pouvoir s'en passer. C'est des choses qui sont parfois très basiques. Hein. C'est de réduire d'1 degré la température dans l'ensemble du continent, dans nos maisons, dans les entreprises. C'est pas un grand changement, mais ça a un impact très lourd. C'est d'installer des panneaux photovoltaïques sur tous nos toits pour avoir de l'électricité. C'est, puisqu'on utilise surtout le gaz, ce qu'on appelle en électricité de pointe, donc simplement faire tourner nos machines à laver la nuit, c'est éviter le gaz russe. Donc c'est quelques changements, mais pour une cause majeure, la sécurité, la paix sur le continent européen. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne. Est-ce que ça a été une erreur stratégique de la part d'Angela Merkel, finalement, de baisser la part du nucléaire et de se fournir, en rendant ainsi son pays beaucoup plus dépendant du gaz, et en l'occurrence du gaz russe? L'Allemagne a toujours été très dépendante du gaz russe. C'est pas nouveau, c'est pas lié à la sortie du nucléaire, parce qu'en fait, depuis la sortie du nucléaire, oui, charbon et gaz. L'Allemagne a réduit son nucléaire, a réduit la consommation de son charbon et a maintenu au même niveau sa consommation de gaz en progressant très fortement sur les énergies renouvelables. Quelle est la leçon qu'on doit tirer de ce qui se passe en Ukraine? Évidemment, la dépendance au gaz. Remplacé par... le danger du nucléaire. Enfin, on a quand même les Russes qui ont bombardé une centrale nucléaire, donc on ne peut pas s'affranchir du risque nucléaire. Vous ne vous dites donc en fait, les énergies renouvelables sont les seules énergies de paix et de sécurité. Donc simplement, il faut s'en donner les moyens. Mais enfin, il y a quelques semaines, les dirigeants européens nous expliquaient que le gaz était une énergie verte. Et je continue à demander au président de la République de sortir Total de Russie. On ne peut pas avoir un grand groupe énergétique. Il en a le pouvoir, le président de la République. C'est le président de la République qui a installé Total en Russie. Oui. Maintenant, il était ministre de l'économie. Il a tout fait pour donner toutes les conditions à Total d'aller chercher du gaz, y compris en Arctique. En 2018, le président Macron signe à Saint-Pétersbourg avec Vladimir Poutine, qu'il a toujours considéré comme son ami, malgré tous les actes et les crimes de guerre qu'il a commis. Il a médiatisé la signature de 2 contrats, Total, pour aller chercher du gaz, et Orpea, le scandale qu'on connaît chez nous. Donc, maintenant qu'il a aidé Total à s'y installer, moi, je demande au président de la République d'imposer à Total la sortie de Russie. Et d'ailleurs, vous savez que Total a fait 15 milliards d'euros de bénéfices
Des records historiques. Total va continuer à faire d'énormes bénéfices sur l'augmentation des prix du carburant ou des prix de l'énergie. Il est temps de prendre les profits de Total pour le redistribuer aux consommateurs. Avec cette crise de l'énergie qui ne fait que commencer, vous ne vous dites en aucun cas que le nucléaire est quand même l'instrument de l'indépendance énergétique de la France. Pour quand ? Vous savez d'où vient l'uranium ? Oui, je sais. Il vient de où ? Oui, il vient d'Afrique en grande partie. Non, il vient du Kazakhstan, principalement, d'Afrique. sous tutelle Poutine, de l'Ouzbékistan, sous tutelle Poutine, et du Niger. Oui. Donc, la question pour notre pays, c'est pas aujourd'hui d'arrêter les centrales nucléaires. D'ailleurs, on a un gros problème, c'est que, comme elles vieillissent, il y a beaucoup de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires qui sont fermés et qu'on ne peut pas utiliser. Est-ce que, face à un parc vieillissant, on investit dans des nouvelles centrales nucléaires, dans de nouveaux réacteurs? C'est ce que propose Emmanuel Macron, avec des réacteurs qui seront opérationnels en 2040-2045. Aucun intérêt pour les consommateurs aujourd'hui, aucun intérêt pour le climat, aucun intérêt pour notre indépendance énergétique. Moi, ce que je propose, c'est d'investir au-delà de compenser évidemment les consommateurs avec mon chèque énergie de 400 € maintenant, c'est d'investir sur les économies d'énergie dans le bâtiment. C'est la première source d'utilisation du gaz et se déployer très vite les énergies renouvelables. Mon projet permet d'agir beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup moins chère pour les Françaises et les Français. Alors on va passer à la présidentielle française. Oui. Emmanuel Macron est rentré de plein pied hier dans la campagne en allant à Poissy, invité par un maire de droite devant un panel de Français qui était soigneusement choisi. Il a décidé de ne pas débattre lors de cette petite courte campagne, mais j'ai envie de dire comme ses prédécesseurs. Eh bien, c'est très bien. Je pense que vous avez résumé Emmanuel Macron. Il est comme ses prédécesseurs. Emmanuel Macron. Vous en tirez quelle conclusion ? Il s'inscrit exactement dans le même conformisme que ses prédécesseurs. Emmanuel Macron, c'était celui qui allait revitaliser la démocratie, changer les institutions, créer de la mobilité sociale, agir sur les grands défis du siècle. Il a été condamné 2 fois sur inaction climatique par les tribunaux français. On a vu les inégalités s'accroître dans notre pays. Et finalement, c'est 5 ans de démocratie confisquée. Il a gouverné à travers des conseils de défense. Même pas l'Assemblée nationale, même pas le Conseil des ministres. On sait son mépris des maires, vous êtes en train de dire finalement que la campagne ressemble à son quinquennat. Bien sûr, c'est la démocratie confisquée. Mais attendez, ça c'est son point de vue. Ça c'est ce qu'il cherche à faire. Mais il fait courir à notre pays un grave danger politique. Lequel ? C'est que notre pays, aujourd'hui, du fait de cette guerre, avant, du fait de la pandémie qui continue à se poursuivre, avant, on a eu les gilets jaunes, on a des Françaises et des Français qui sont inquiets, qui sont angoissés, qui ont de la colère. Et beaucoup, heureusement, ont beaucoup d'enthousiasme. Et là, ce que le président de la République est en train de dire, c'est en fait, il n'y aura pas d'élection présidentielle. En tout cas, moi, je ne participerai pas à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne permet pas à notre pays, dans une situation très particulière, bien sûr, dans une situation très particulière, je ne vous permets pas de faire un vrai choix de société. Je ne vous permets pas de purger vos colères, vos inquiétudes, pour qu'enfin, on se projette dans la phase d'après. Eh bien, je pense que le président de la République, je comprends qu'il soit fébrile sur son bilan. Je comprends qu'il n'ait pas de projet. Ça, c'est pas nouveau. Oui, mais attendez, personne ne dit qu'il n'est pas occupé. Je veux dire, c'est quand même lui qui a choisi d'être président de l'Union européenne pendant la campagne présidentielle. C'est son choix pour instrumentaliser l'Europe au service de sa campagne. Donc, rien de son agenda l'empêche de débattre devant les Françaises et les Français pour offrir aux Français le grand débat qu'ils méritent. Est-ce que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine est en train finalement de préparer les conditions d'une réélection dans un fauteuil pour Emmanuel Macron ? J'en sais rien. Moi, est-ce qu'il peut incarner une espèce de figure de père de la nation dans un moment de grande instabilité géopolitique ? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qu'il essaye d'incarner ? Il est évident. Vous savez, ça fait des mois qu'Emmanuel Macron cherche à n'avoir qu'un adversaire, Éric Zemmour, pour déjà tuer le débat démocratique, pour qu'au fond, il y ait le monstre à éviter, et moi, l'incarnation de la modération. Bon, ça,
Ça fait des années qu'il est sur ce registre-là. Aujourd'hui, il veut si même c'était ça pas... son objectif, il est raté, puisque Éric Zemmour aujourd'hui est aux environs de 12%, et c'est Marine Le Pen qui est en deuxième position. Vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est que le président de la République a une responsabilité particulière. C'est de faire en sorte que notre pays n'entre pas dans une crise démocratique profonde, faute de trouver aux inquiétudes, aux colères comme aux espoirs un débouché politique. Oui, vous voulez dire que s'il est élu et qu'il n'y a pas eu cette purge démocratique dont vous parlez... Je me bats pour être élu à cette élection présidentielle parce que j'ai envie que notre pays arrête d'être dans le déni sur le climat, sur la biodiversité, sur la justice sociale, sur nos services publics qui souffrent, sur les Françaises et les Français qui ne comprennent plus dans quel monde ils vivent. Donc j'ai envie de donner un débouché politique à la fois aux inquiétudes, aux colères, comme aux espoirs. Ça, c'est ma responsabilité. J'entends, mais ma question, c'était quel risque prend-il à ne pas faire ce débat? C'est-à-dire, est-ce que, et je répète ma question, s'il continue à confisquer la démocratie, la démocratie, les Françaises et les Français finissent toujours par s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Moi, je préfère qu'ils s'expriment sur un beau projet pour le prochain quinquennat plutôt que d'avoir des gilets jaunes puissance 10 avec Macron. Voilà. Alors, on va passer à la rubrique aphorisme de Frédéric Rivière. Donc, attention. Attention, soyez bons. Alors, aphorisme, il s'agit de soumettre les candidats à l'élection présidentielle, ou ceux parfois qui les représentent, à cet exercice de la synthèse, de la contraction de la pensée, en quelque sorte. Un aphorisme, c'est donc une pensée résumée en quelques mots. Je vous en cite deux, à titre d'exemple. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Confucius. L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu. On pourrait penser que c'est Pierre Dac, mais c'est Léonard de Vinci. Donc je vais vous soumettre quelques mots et vous demander d'essayer d'inventer un aphorisme. Et évidemment, on va commencer par la guerre. La guerre, c'est le moyen le plus brutal, le plus violent de ne pas résoudre de vrais problèmes. On pense aujourd'hui, par exemple, à l'accaparement des ressources. La diplomatie ? La diplomatie, c'est l'art de gérer les tensions, c'est l'art de gérer les conflits potentiels pour y apporter des réponses de paix. La souveraineté ? La souveraineté, c'est la maîtrise de sa vie individuelle comme la maîtrise de notre destin collectif. Est-ce qu'il y a de bonnes et de mauvaises souverainetés ? Il y a non, la souveraineté, c'est la capacité à choisir, c'est la capacité à décider. Il n'y a rien à voir avec le nationalisme. L'Europe ? L'Europe, la France, c'est ma maison. L'Europe, c'est mon village. La terre ? La terre, c'est la vie. Et la question n'est pas de sauver la terre, c'est de l'aimer. L'élection présidentielle ? C'est le rendez-vous des Françaises et des Français avec leur avenir. Et rarement dans notre histoire, un pays n'a eu autant les moyens, autrement qu'en rêve, de choisir la société dans laquelle il veut vivre. Là, on n'est plus tout à fait dans l'aphorisme. L'élection présidentielle, comme disait De Gaulle, c'est la rencontre d'un homme et d'un pays. Ça, c'est votre aphorisme à vous. Moi, j'ai donné ma réponse. Le mot très trop long. Il rentre plus dans la catégorie. Juste un petit mot. Vous avez dit tout à l'heure, au fond, qu'il y a besoin de prouver qu'on est sérieux, etc. La tenue que vous avez depuis quelques semaines maintenant, le costume, la cravate, ça fait partie de cette volonté c'est le respect de la fonction présidentielle. D'incarner le sérieux. C'est le respect de la fonction présidentielle. Par anticipation. C'est quelque chose d'important pour les Françaises et les Français. C'est quelque chose d'important pour moi. On a besoin. On a parlé beaucoup de démocratie. Vous savez, on a vu que dans toutes ces dernières semaines, les complaisances de beaucoup de candidates et de candidats vis-à-vis de la démocratie, vis-à-vis des dictateurs, des ambiguïtés vis-à-vis de l'Union européenne. Et je pense que cette élection présidentielle, ce sera important pour les Français de bien regarder quelle a été la constance et la cohérence des candidats par rapport à la démocratie que, comme nous tous, nous chérissons. Merci Yannick Jadot. Merci beaucoup. Merci.